Bonjour à tous et bienvenue. Comme annoncé il y a quelques temps, voici une vidéo purement géopolitique. Alors, pas de panique pour ceux n'étant pas intéressés, un contenu bien plus footballistique arrive ces prochains jours sur la chaîne. Et en attendant, pour les autres, il y a cet entretien avec Ferhat Alani, grand reporter français d'origine irakienne, auteur notamment du Parfum d'Irak, un livre et documentaire que je vous recommande vivement. Alors avec lui, on va revenir justement sur la place de l'Irak dans le conflit entre les États-Unis et l'Iran, qui est un peu d'ailleurs à l'image de la Somalie. La Somalie, théâtre de guerre entre le Qatar, la Turquie et les Émirats, c'est-à-dire c'est un conflit hors sol, un conflit ne se passant pas dans les frontières des puissances concernées. Alors cet entretien il a été fait par message audio WhatsApp, donc vous allez excuser la forme un peu cavalière et artisanale de tout cela. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Salut Romain. Alors pour répondre à ta première question sur la montée des milices en Irak, ce qu'il faut savoir, c'est que après l'invasion américaine de 2003, automatiquement l'administration Bush a mis en place un gouverneur qui s'appelle Jay Garner et ensuite Paul Bremer. Très rapidement, Paul Bremer est arrivé à la tête de l'Irak occupé. Et en fait, la première chose qu'il a faite, c'est donc débaassifier. Débaassifier de Baas, le parti Baas, qui était donc le parti du régime de Saddam Hussein. En débaassifiant, en fait, il a déstructuré non seulement toutes les institutions du pays, et en limogeant l'armée, les services, les cadres, ça allait très loin, même les profs, enfin en fait, toutes les institutions ont été démantelées. Donc, du jour au lendemain, tu as des centaines de milliers d'Irakiens et d'Irakiennes qui se sont retrouvés à la rue. Et ces gens étaient des gens qualifiés, quoi. Donc, l'Irak s'est retrouvé sans structure et donc comme une coquille vide avec de nouveaux visages de personnes qui étaient des opposants à l'étranger, qui ne connaissaient plus rien du pays, étaient complètement déconnectés, sans le savoir-faire requis pour tenir un pays. Donc, évidemment, quand il y a un vide étatique, et ben, ce vide est rempli par différentes factions, que ce soit des tribus, qui, on le sait, en Irak en tout cas, sociologiquement parlant, à chaque fois que l'État est faible, la tribu est forte, et inversement. Et ensuite, il y a eu une espèce d'escalade de la violence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des groupes d'abord extrémistes sunnites qui sont arrivés et qui ont commencé à cibler l'armée américaine, qui a été rapidement débordée en fait par toutes ces attaques. Et donc à un moment donné, en 2007, a créé et financé les milices Sarwa, donc des milices sunnites, qui étaient donc des membres de tribus, pour lutter contre Al-Qaïda. Donc on a assisté à partir de 2007 à, à l'Irak débordé par des milices en fait, par des milices. Ensuite, ces milices ont été intégrées aux forces armées étatiques, qui étaient déjà tellement faibles parce que le recrutement a été catastrophique. On a recruté n'importe qui dans cette armée avec une formation très, 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 très basique. Et puis pour des raisons politiques et sectaires, le Premier ministre, à l'époque, Nouri el-Maliki, n'a pas intégré totalement ces milices parce qu'il ne leur faisait pas confiance. Donc on va dire qu'il y a 20% de ces milices sarkois qui ont rejoint les forces armées, mais le reste a été laissé à l'abandon. Certains ont rejoint à nouveau des groupes, d'autres, comment dirais-je, sont devenus inactifs. Et ensuite, on a eu la montée donc de Daesh avec justement l'ostracisation pardon, des sunnites par Nouri el-Maliki, ce qui a créé une brèche en Irak pour que Daesh se développe. Là, je la fais vraiment courte et rapide, hein, mais très long à expliquer, mais en gros, euh, la montée de Daesh et la prise de villes comme Fallujah, Ramadi et Mossoul ont suscité la création d'une nouvelle milice, Hachad el-Sha'bi, à l'appel de l'ayatollah Sistani, qui est la plus grande figure chiite en Irak. Donc les milices populaires qui ont rapidement été financées et entraînées par les gardiens de la République islamique iranienne. Et donc là, on assiste de plus en plus à un État dans l'État avec
des milices qui se substituent à l'armée, qui sont sur la ligne de front dans différentes villes comme Fallujah, Ramadi et Mossoul. Et puis, pour aller très vite encore une fois, lorsque Daesh est délogée de ces villes et qu'elle perd son territoire, et ben ces milices restent dans les villes et font la loi. Et pareil, il y a une politique d'insertion de ces milices au sein des forces armées, mais finalement c'est très minoritaire et ces milices restent non seulement très actives, mais en plus très influentes et qui ont même des représentations au niveau politique, au niveau du Parlement. Donc ça devient une force parallèle en fait, un petit peu comme le Hezbollah au Liban. Et ça c'est problématique et du coup on assiste à un État irakien qui est non seulement noyauté par des milices financées par un pays étranger comme l'Iran, et donc il y a un problème de centralisation des forces en fait. Il n'y a pas de véritable commandement irakien. Il y en a un, mais du coup qui est en compétition et limite en conflit avec les milices pro-iraniennes. Ensuite, sur les intérêts iraniens en Irak, oui, évidemment, au niveau de l'électricité, par exemple, les Iraniens sont très impliqués, parce qu'il faut savoir qu'en Irak, il y a encore 16 ans après l'invasion américaine, en moyenne 3 heures de courant par jour seulement. Donc tous les foyers ont des générateurs électriques, ou alors sont abonnés à ce qu'on appelle les vendeurs d'ampères, qui sont des commerçants qui ont investi dans un énorme générateur et qui distribuent via des câbles qui parcourent les rues de Bagdad, qui distribuent de l'électricité dans chaque foyer, moyennant un abonnement mensuel. Donc c'est comme un EDF local, quoi. Donc tout ça, ces générateurs et tout, viennent beaucoup de l'Iran, mais pas seulement, ça vient aussi de Chine, de Turquie, donc voilà. Il y a du commerce en Irak qui prospère, notamment grâce à la situation catastrophique des services basiques comme l'électricité, l'eau, etc. Donc il y a tout un commerce autour de ça, mais pas seulement iranien. Il y a un peu de tout, pour être honnête. Et pour répondre à la question de l'influence iranienne avant l'arrivée des Américains, elle était quasi nulle, parce que Saddam Hussein avait bouclé le pays, et non, les Iraniens n'avaient aucun intérêt justement en Irak avant l'arrivée des Américains. Et paradoxalement, lorsque les Américains ont enfoncé la porte en envahissant l'Irak, qui est entré par cette même porte? L'Iran. L'Iran a saisi cette opportunité en plaçant des opposants irakiens donc à la tête du gouvernement, en les soutenant, en les finançant, etc. Et puis je fais un bond en avant assez rapide en 2011, lorsque l'armée américaine se retire de l'Irak. À ce moment-là, les Iraniens ont une emprise encore plus forte sur le pays, notamment en noyautant toutes les institutions de sécurité en Irak, avec un vaste réseau de collaborateurs et d'espions en fait dans tout le pays. Parfois même, comme l'indiquait cette merveilleuse enquête de The Intercept et du New York Times, sur parfois des Irakiens qui collaboraient avec les Américains et qui ont été récupérés par les Iraniens pour bosser avec eux. Ça témoigne en fait de l'ampleur de la mainmise iranienne en Irak, dans toutes les strates en fait de la société. Donc pour conclure là-dessus, l'invasion américaine de l'Irak a favorisé l'influence et la puissance de l'Iran en Irak et dans la région. Ça leur a donné une opportunité sans précédent. Bon, premièrement, je dirais que les Américains n'ont plus du tout l'influence qu'ils avaient en Irak, évidemment. Ça tombe sous le sens avant leur départ total, entre guillemets, en 2011, lorsqu'ils ont retiré leurs troupes. À l'époque, avec l'armée américaine, il y avait tous les contractors. Donc il y avait plus de contractors que de soldats américains. Je crois qu'il y avait plus de 180 000 contractors. Dans les contractors, il n'y avait pas seulement des soldats privés, il y avait également beaucoup de businessmen. Moi, j'en avais rencontré plusieurs fois à Bagdad, des gens qui venaient du fin fond du Texas et qui étaient là pour construire des murs. Donc c'est triste, hein, mais il y avait ce business de séparation des quartiers, ce qu'on appelle les T-walls, les murs en T, là, qui sont des murs anti-explosion et qui donnaient au marché, en fait, si tu veux, de la reconstruction, un essor incroyable. Et c'était les Américains qui dominaient là-dessus. Mais depuis leur départ, au niveau économique, c'est quasi zéro. Hein.
Il y a très peu d'entreprises américaines. Au niveau pétrolier, il y a les Chinois, les Turcs, les Français, un petit peu. Enfin bon, il y a beaucoup de sociétés, mais c'est pas du tout monopolisé par les Américains. Au contraire, les Américains ne tiennent pas le pétrole, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Et voilà, donc après les influences, elles sont politiques et militaires. Au niveau militaire, il y a une grande faction de l'armée qui est pro-américaine et qui est même dépendante des formations américaines et que ce soit au niveau de la lutte contre le terrorisme, le CTS, comme je te l'évoquais, le CTS qui était représenté notamment par le général al-Saadi, qui était un héros de la lutte contre Daesh. Et donc il n'y avait pas seulement Qassem Soleimani, le CTS a pris part à la bataille. Et quand il a été limogé, ça a été vu directement comme un geste iranien pour écarter toute influence américaine. Donc pour répondre concrètement, les Américains n'ont quasiment plus, je pense, d'influence au niveau économique, mais au niveau militaire, c'est vrai que les Irakiens avaient et je pense ont toujours besoin des Américains. Ouais, pour revenir sur les Américains et le pétrole, je voulais préciser qu'en 2009, donc il y a plus de 10 ans, j'ai co-réalisé un documentaire pour Arte qui s'appelle À qui appartient l'Irak et qui était axé sur le pétrole, entre autres. Et on a eu un accès assez privilégié et assez incroyable au ministère du pétrole irakien. Donc j'ai passé des semaines à plusieurs reprises au sein du ministère du pétrole irakien avec des interviews du ministre de l'époque, Hussein El-Sharistani. Et c'était durant une période assez importante. J'étais donc au sein du ministère du pétrole irakien durant une période très importante qui était la mise aux enchères des champs pétroliers irakiens avec un contrat assez nouveau, assez unique, qui s'appelle le contrat de service. Où en gros, pour la faire simple, c'est pas du tout ce qu'on appelait le production sharing. Donc en gros, une compagnie pétrolière qui vient, qui s'accapare un champ pétrolier et qui donne 40% à l'État et qui garde 60% pour elle. Là, c'est des contrats de service où en gros, le champ pétrolier appartient toujours à l'État et ensuite la société a un objectif, c'est pour ça que ça s'appelle un contrat de service, a un objectif par exemple de rehausser la production de 50 000 à 1 million de barils par jour. Et à partir du moment, je reprends, et à partir du moment où l'objectif est atteint, là, la compagnie pétrolière touche 1,50$ maximum ou 2$ maximum par baril. Ce qui est pas mal pour une société, mais ce qui est beaucoup moins que les contrats classiques production sharing. Et donc, j'ai assisté à cette mise aux enchères qui a duré une soirée avec tous les géants pétroliers du monde. Il y avait Total, BP, CNPC, les Chinois, les Turcs, enfin, il y avait tout le monde. Et qui étaient les plus arrogants? Les Américains et les Français, qui avaient estimé que c'était pas le jeu habituel, et donc ils n'avaient pas bien misé. Et donc ils ont perdu leur contrat. Et ceux qui ont gagné ce jour-là, ce sont les Chinois, les Angolais, les Turcs, les Malaisiens, tout un tas de compagnies moyennes qui se sont accaparées les champs pétroliers irakiens. Et du coup, je peux en fait, en ayant assisté à cela, témoigner du fait que les Américains ne tiennent pas le pétrole en Irak. Qu'il y a du trafic, ça c'est une chose, mais officiellement, les champs pétroliers ont été distribués, on va dire, de manière plutôt équitable, avec un jeu, avec des règles que certaines compagnies pétrolières ont respectées et d'autres ont estimé qu'il fallait agir à l'ancienne, avec les enveloppes d'argent sous le bureau. En fait, il y a beaucoup de raisons pour laquelle l'Irak est utilisé comme terrain de guerre entre l'Iran et les États-Unis. La première, c'est d'abord qu'il n'y a pas un pays au Moyen-Orient qui est aussi dominé par l'Iran que l'Irak. On ne peut même pas le comparer au Liban avec quand même la très puissante milice du Hezbollah qui est financée et armée en grande partie par l'Iran. En Irak, l'État est totalement sujet en fait à deux grandes influences, et ces deux influences, ce sont les deux pays
qui se font la guerre en ce moment en Irak, donc les États-Unis et l'Iran. La seconde raison, je dirais que c'est aussi une question d'opportunité. Les Américains, avec leurs drones, ont un accès dans le ciel irakien depuis 2003. Ils maîtrisent totalement la géographie du pays. Donc en fait, avoir Soleimani dans son viseur, c'est pas compliqué si on survole l'Irak, la Syrie et le Liban. Mais en Irak, c'est beaucoup plus simple pour les Américains. Et puis surtout, il y a une énorme partie de l'élite politique irakienne qui est très proche de l'Iran. Donc et puis il y a un jeu effectivement géopolitique et un jeu d'influence au sein même du gouvernement entre les pro-américains et les pro-iraniens. On peut juste citer un exemple, c'est le limogeage du général du CTS, le général Saadi, qui était plutôt proche des Américains, on le sait, et qui était plutôt très critique du Hachad el-Shaabi, donc la milice irakienne pro-Iran. Donc il y a tout un tas de raisons qui nous mènent en fait vers le pourquoi en fait de cette guerre par proxy en Irak. Alors pour répondre à ce que tu dis sur la stratégie, on va dire de collaboration entre les Américains et l'Iran contre Daesh, ça n'a jamais été quelque chose ni d'officiel ni d'organisé entre eux, mais on va dire que c'était des alliés de circonstance, dans le sens où effectivement le ciel appartient aux Américains et le sol aux milices irakiennes pro-Iran et aux Iraniens en Irak. Donc c'était un ennemi commun, mais de circonstances. C'était une alliance de circonstances. Il n'y a jamais eu d'accord tactique. Voilà, c'était plutôt implicite en fait. Oui, alors effectivement, c'est évidemment les milices chiites et puis aussi les groupes extrémistes sunnites à l'époque, comme Al-Qaïda en Irak et ensuite Daesh, qui ont accentué le sectarisme. Mais avant ça, je crois qu'il y avait tous les ingrédients pour que le sectarisme s'installe, dans le sens où lorsque les Américains sont arrivés en Irak, lorsqu'ils ont envahi l'Irak, ils ont mis des étiquettes sur le front des Irakiens qu'on n'appelait plus irakiens d'ailleurs, on les appelait sunnites, chiites, kurdes, arabes, chrétiens, musulmans, etc. Donc, et ensuite, la constitution en 2005 a été écrite par des Irakiens, mais sous l'égide des Américains, a accentué également le sectarisme. Et ensuite, les partis politiques se sont organisés autour de cela, avec ensuite leurs propres milices, et la guerre, effectivement, interconfessionnelle entre les milices a accentué tout ça. Mais je tiens toujours à rappeler qu'on ne s'est jamais tué entre voisins irakiens. Jamais entre sunnites et chiites. Ce sont toujours les milices qui prennent en otage les civils. Ensuite, la mainmise des villes libérées de Daesh par les milices chiites. Non, c'est pas du tout. C'était pas du tout l'hégémonie d'une idéologie dans la ville, mais c'était d'abord des brimades et des humiliations, et aussi des assassinats. Aujourd'hui encore, moi je reçois des vidéos de charniers qui sont découverts autour de Ramadi, autour de Fallujah, autour de Mossoul, d'habitants sunnites qui ont été liquidés par des milices chiites. Et puis il faut savoir qu'il y a eu une période assez longue entre, on va dire, 2008 et 2013, où les milices chiites qui avaient infiltré l'armée irakienne et la police irakienne tenaient les villes sunnites et humiliaient les habitants tous les jours. Donc les habitants ne voulaient finalement ni Daesh et encore moins les milices chiites. Et pour répondre à ta dernière question, écoute, moi évidemment en tant qu'Irakien, je vis très mal le fait que l'Irak serve de guerre de proxy pour les États-Unis et l'Iran, et même d'autres d'ailleurs, parce que les Turcs ne se gênent jamais, les Saoudiens non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que les Irakiens, en tout cas la jeunesse qui manifeste à Place Tahrir et dans les autres villes, représente vraiment la majorité des Irakiens. La majorité des Irakiens, ce qu'ils veulent, c'est retrouver leur identité, retrouver la citoyenneté, retrouver un État centralisé avec Bagdad comme place forte et qui a une armée unique, une police sur laquelle on peut faire confiance, etc., etc. Une nouvelle constitution, un nouveau système politique, etc. Ça, c'est la grande majorité des Irakiens, et c'est évidemment terrible de voir que Trump et le guide suprême iranien, Khamenei, utilisent l'Irak pour leur propre guerre.
malheureusement. Et ça, c'est quelque chose de dommageable. Et ce qui est encore plus triste là-dedans, c'est qu'on est en train d'oublier les manifestants de la place Tahrir qui manifestent et qui ont été tués par centaines depuis le 1er octobre. Et ça, c'est triste. Mais en revanche, je vois là, je reçois beaucoup de messages d'Irak et je vois beaucoup de vidéos qui montrent que ces protestataires ne faiblissent pas et poursuivent leur combat. Donc à terme, là, on va passer par un chaos, mais à terme, je pense que les Irakiens retrouveront leur citoyenneté et leur identité.